bien évidemment. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce webinaire de m'avoir invité, et tout particulièrement Henri et Sidrine. Voilà, Sidrine qui est chez nous. Donc, je vais vous présenter un peu ce que l'on fait au sein du laboratoire, de notre laboratoire, en essayant de coller au maximum, on va dire, avec le territoire qui nous intéresse. Et je vais plutôt vous faire part de notre philosophie que l'on a dans la recherche sur cette présentation qui est un support en anglais, mais je vais faire évidemment la présentation en français. Donc, je vais tout d'abord me permettre de présenter l'équipe. On est l'unité de transformation et agro-ressources. On est une unité double tutelle entre notre université, l'université d'Artois et le groupe Unilassal. Dans cette unité, on s'intéresse à tout ce qui est valorisation de la biomasse végétale ou animale, avec deux équipes. Une équipe qui s'intéresse à la valorisation alimentaire, qui est le groupe Pétale, et une équipe qui s'intéresse à la valorisation non alimentaire, qui est le groupe Vamine. Voilà. Pour la partie on s'intéresse des développements non alimentaires et uniquement de la biomasse végétale. Alors, on est situé sur le territoire français, et tout en haut du territoire français, très proche de Lille. Je pense que tout le monde connaît Lille. Si je dis Béthune, c'est un peu moins connu. Voilà. On est une petite équipe. On est une équipe de 6 personnes, 6 permanents, on va dire, hein, 6 permanents, avec actuellement 4 doctorants et des stagiaires. Nos thématiques de recherche sont relativement simples. On s'intéresse à tout ce qui est valorisation de la biomasse végétale issue de cultures natives ou de coproduits des entreprises agricoles ou des industries agroalimentaires, s'assurant toujours de ne jamais être en concurrence avec le domaine alimentaire, bien évidemment. Alors, on fait des extractions d'entités, de familles de molécules spécifiques, de la caractérisation, voire pour certaines entités, certaines biomolécules, biopolymères récupérés, de la formulation ou de la modification chimique ou chimio-enzymatique. On a 3 domaines d'application au sens large. Un domaine d'application sur ce qu'on appelle les produits de commodité, par exemple les tensioactifs, on en a parlé tout à l'heure, les hydrogels, par exemple, les colorants aussi, on en a parlé tout à l'heure. Un domaine plus biologique, avec certaines de ces molécules issues du végétal qui ont des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes, antibactériennes pour certaines, voire certaines des propriétés bactériostatiques. Voilà. Et à partir de là, on développe 2 axes au sein du laboratoire. Les petites molécules qu'on appelle les biomolécules, que nous, on appelle les biomolécules, c'est-à-dire les monos, les oligosaccharides, des polyphénols ou des métabolites secondaires. Et développement sur un autre axe, sur ce que j'appelle au sens large les biopolymères, mais on devrait plutôt dire les polymères naturels et les biopolymères, polymères naturels tels que la cellulose, l'amidon, ou les biopolymères tels que le PLA. Alors, pour introduire un peu le sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque le collègue précédemment en a parlé. Hein, on est dans un objectif de bioéconomie, on est dans un objectif de développement durable. Alors, comme l'a dit le collègue précédemment, tous ces termes ont évolué au fil du temps, mais on tourne toujours autour de la même chose, excusez-moi le propos, mais l'objectif premier, hein, comme il a été dit au début de cet intérêt et de cette chimie du végétal, c'est de passer de l'or noir à l'or vert. Et après, on a ajouté des périphériques, hein, avec ces aspects bioéconomie, économie circulaire aussi. Alors, pourquoi cette bioéconomie? Tout simplement, disparition des réserves pétrolières. D'accord? Disparition des réserves pétrolières. Donc, il va falloir faire sans ce pétrole d'ici quelques décennies, on va dire, voire quelques années peut-être, avec toujours en parallèle une augmentation de la population au niveau mondial, donc des besoins en nourriture plus conséquents, des réchauffements climatiques qui n'est plus à démontrer, qui ait lieu, et un besoin énergétique conséquent. On est en train de le vivre actuellement au niveau Europe, parce que c'est au niveau mondial. Différents
aussi, je vais un peu sur l'aspect pollution et essayer de limiter les phénomènes de pollution, histoire d'avoir moins d'impact sur le développement, donc d'être dans un développement durable, éco-responsable. Alors tout ceci en faisant appel à la chimie du végétal. Chimie du végétal, lorsqu'on développe de la chimie du végétal, on doit tout d'abord s'assurer, puisqu'on est là pour développer des produits qui vont avoir des applications sur le marché, s'assurer de l'approvisionnement en matières premières. S'assurer que la biomasse sur laquelle on travaille, elle existe et qu'on ne rentre pas en concurrence avec l'alimentaire ou avec d'autres valorisations actuelles. Ça, c'est s'assurer de la matière première. Voilà. Donc, il y a des aspects économiques aussi importants à voir. Ensuite, s'assurer qu'il y ait une balance dans l'utilisation intelligente, on va dire, de cette ressource. C'est un peu ce qui a été dit précédemment, hein, avec la forêt. Précédemment, il a été parlé par le collègue de la forêt. On garde une partie de la forêt comme stock de carbone et l'autre partie, on la valorise, entre guillemets, avec un roulement entre ces deux parties. Et aussi, tout ceci en tenant compte du besoin, des attentes du consommateur. Alors, est-ce que ce sont vraiment les attentes du consommateur ou est-ce que ce sont les attentes qu'on fait avoir au consommateur? Ça, c'est un autre discours, une autre discussion qu'on pourrait avoir. Mais le tout est que on recherche de plus en plus de naturalité dans tous les produits que l'on va utiliser. Donc, le challenge de ces matières premières, c'est tout d'abord il faut s'assurer la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières. Il faut avoir cette matière première à un moindre coût. Et il faut aussi que cette matière première engendre des développements qu'on va qualifier de local. Donc, la notion de circuit court qui va apparaître. Il serait un peu utopique d'aller acheter une matière première, même si c'est une biomasse à des milliers de kilomètres, de la rapatrier. Il y aurait le coût carbone par rapport au transport. Donc, il faut envisager des structures très locales de valorisation. Comment on peut faire ça? Il va falloir mobiliser des surfaces agricoles ou des coproduits des entreprises agricoles ou agroalimentaires. Il va peut-être falloir aussi augmenter les surfaces agricoles. On va voir juste après qu'on a la possibilité de le faire, au niveau mondial, je parle, hein, évidemment, et aussi de s'assurer de l'efficacité des systèmes, d'améliorer tous ces systèmes en s'assurant de l'efficacité. Sans oublier que cette matière première, c'est une biomasse, pour ma part, végétale. Donc, au départ, il y a des personnes qui développent cette biomasse, des agriculteurs, des entrepreneurs agricoles, des forestiers. Il faut aussi que ces approvisionneurs soient dans la chaîne de valeur. Il ne faut pas les exclure de cette chaîne de valeur. Alors, je parlais tout à l'heure de mettre à disposition des surfaces. Alors, sur ce petit histogramme que vous avez ici, qui date quand même de quelques années, qui émane de l'association chimie du végétal, vous avez un damier. L'ensemble du damier représente, en gros, les surfaces cultivables au niveau mondial, à l'ensemble de la planète. En vert foncé, vous avez les surfaces cultivées actuellement. Donc, on voit déjà qu'il y a de la marge qu'on peut encore cultiver, si tout du moins on en donne les moyens aux personnes, aux États, au gouvernement de le faire. Parce que souvent, on entend aussi l'utilisation de la biomasse, mais à un moment, on ne va plus manger. Non, c'est faux. D'accord? C'est faux. On pourra toujours s'alimenter, d'accord, et faire autre chose de cette biomasse native ou des coproduits issus de cette biomasse. Et sur ce damier, vous voyez un tout petit carré, bon, qui n'est pas très, très net là, juste en bas. On peut même dire que maintenant c'est un carré. Ce carré ne sert actuellement qu'à approvisionner des produits biosourcés. Donc vous voyez, le biosourcé actuellement par rapport aux zones cultivées est très infime et pourtant on développe déjà pas mal de produits. Et en plus, si on regarde l'ensemble du damier, on peut encore développer plus culture. Souci concurrence alimentaire, valorisation non alimentaire, il n'a pas lieu d'être. Sauf peut-être, c'est de là où je me suis permis de poser la question aux collègues, si on veut utiliser les agro-ressources pour faire du biocarburant. Il est sûr que si on veut faire du biocarburant pour que tout le monde puisse rouler au biocarburant, il y a un moment, il faudra peut-être faire un choix entre s'alimenter ou se déplacer.
Voilà. Mais personnellement, moi, je pense que les biocarburants n'ont pas d'avenir, tout du moins au niveau européen. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour les biocarburants. Peut-être qu'il y a un tollé derrière l'écran actuellement, mais c'est un avis personnel à moi et moi-même. Alors, la bioéconomie, le collègue en a parlé. Hein, la bioéconomie, c'est quoi? C'est de l'économie, si ce n'est qu'avant, elle était basée sur le carbone, pétrole, charbon, il y a quelque temps. Et maintenant, cette bioéconomie, on a utilisé le bio de biomasse, de biosourcé, de biobasé, tout simplement parce que ce carbone, l'origine de ce carbone, c'est de la biomasse, notamment la biomasse végétale. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche ici. On a la biomasse avec la valorisation en food, on en food, d'accord? Et tout ceci va impliquer différents secteurs. Une plante va pouvoir être utilisée pour un aspect alimentaire. On parlait tout à l'heure du tournesol. Le tournesol, on va pouvoir récupérer son huile, donc à partir de la graine. Comme l'a dit le collègue, il y a toute la partie tige qu'on va pouvoir valoriser dans autre chose. Il y a la partie tourteau qui pourra, par exemple, partir en valorisation animale de façon très simple. Et la partie racinaire qu'il ne faut pas négliger non plus. Voilà un peu la notion de bioéconomie. Alors, tout ça, ça fait qu'il y a différents domaines qui sont imbriqués les uns avec les autres. Hein, c'est le schéma qu'avait présenté je crois que c'est Henri. C'est Henri qui l'a présenté en introduction, ce schéma. On voit l'imbrication de tous les circuits, hein, entre les approvisionneurs de biomasse que vous avez ici en bas et toutes les unités de transformation qui peuvent être alimentaires ou non alimentaires. Donc cette bioéconomie, c'est une bioéconomie qui est connectée entre différents secteurs. Alors, je vais vous donner quelques exemples de. Alors, je ne suis pas là pour faire la publicité du laboratoire, mais donner un peu des exemples par rapport à ce que nous on fait et qui pourrait être intéressant à développer par chez nous. Alors, nous, nos objectifs dans nos recherches, c'est toujours de. On n'est pas des chercheurs académiques classiques, si je veux dire. Sydrine peut confirmer. Elle a été un peu surprise quand elle est arrivée chez nous. On n'est pas là pour faire de la science pour la science. On est là pour répondre à des besoins socio-économiques, des besoins du territoire. On est là pour essayer de participer à la vie de nos territoires, au développement de nos territoires, qu'ils soient local, régional, national ou international, bien évidemment. On va prendre trois exemples. Un exemple tout d'abord sur les aspects extraction, un exemple sur des aspects, on va dire, de modification, mais à partir de biomasse, et un exemple sur les matériaux. Voilà par exemple ici un projet que nous sommes en train de développer. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet? On n'a rien inventé. Hein. C'est bizarre qu'un chercheur parle comme ça. Non, on n'a rien inventé. On s'est juste arrêté et on a regardé quelles étaient les biomasses disponibles sur notre territoire. Quand je dis notre territoire, c'est là-haut dans les Hauts-de-France, la région nord de France. On s'est arrêté, on cherchait une biomasse non valorisée, présente en quantité, disponible au cours du temps, d'accord, et avec un intérêt évidemment. L'intérêt que l'on a trouvé, c'est la pelure d'oignon, la pelure sèche de l'oignon qui est générée tout au long du conditionnement de cet oignon. À partir de cette pelure d'oignon, on en extrait la quercitine, connue pour ses propriétés antioxydantes, mais connue aussi pour ses propriétés colorantes. Donc, on s'est mis à monter une filière de production de colorants naturels avec la quercitine comme étant la première couleur de cette palette de colorants. Donc, notre projet Procolbio est devenu un projet Palcolbios pour une palette de colorants biosourcés. Et là, on a mis en place toute une chaîne de valeur, des approvisionneurs de la matière première jusqu'aux utilisateurs finaux qu'était au départ la cosmétique, la coloration des bioplastiques et le textile. Depuis, d'autres utilisateurs finaux sont venus dedans, le domaine des peintures, le domaine des encres, à titre d'exemple. Et avec tous les intermédiaires nécessaires et suffisants, des aspects économiques, des aspects transfert de technologie, parce qu'on passe du laboratoire jusqu'à un démonstrateur, d'accord? Et actuellement, on est au stade du démonstrateur, où on va traiter non pas quelques kilos de pelure d'oignon comme on a pu le faire dans notre laboratoire, mais on va traiter 1 à 2 tonnes de pelure d'oignon, histoire de valider le process et de délivrer des lots conséquents à chaque utilisateur finaux intéressé.
Alors, ça paraît simple hein, quand je dis ça comme ça, mais ça prend du temps pour discuter avec tous les partants, les partenaires, tous les membres qui sont dans le train de ce projet Procolbio. À partir, donc sur ce projet Procolbio, voilà par exemple quelques chiffres, hein, mais je pourrais vous mettre à disposition. Si on prend 15 sites de conditionnement d'oignons, il y a un site qui s'appelle la Cumin de Rognon qui conditionne 10 000 tonnes d'oignons par an. Ces 10 000 tonnes d'oignons vont générer 300 tonnes de pelure sèche, hein, donc stable dans le temps, et ce qui va pouvoir nous permettre de récupérer 6 à 8 tonnes de quercétine par an. Alors 6 à 8 tonnes, vous allez dire la marge est large. Ben, selon le champ d'application, le taux de pureté n'est pas nécessairement d'être obligé proche de 100%. Voilà. Donc ici, vous avez des exemples de ce qu'on a pu tester, notamment sur la coloration des textiles avec la résistance. Ce projet Procolbio, ben, de là, on s'est dit, ben, on va partir sur une palette de colorants, d'accord? Donc, c'est une aventure qui est en cours. Cette palette de colorants est une aventure en cours où on part d'un coproduit agricole, à l'exemple de la pelure d'oignon, d'une production non alimentaire. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Actuellement, on a un projet sur Isatis tinctoria, ce qu'on appelle le pastel, où là, on est sur une plante globale. Donc, qui dit plante dit feuilles, tiges, racines, graines, huile, d'accord? L'indigo qu'on va extraire, on l'extrait uniquement des feuilles. Donc, il y a plein de coproduits qui vont nous rester, qu'on est en train de valoriser. Et c'est ce qu'on retrouve sur ce schéma. On récupère le colorant, le pigment. En parallèle, on récupère des biomolécules, des biopolymères. On s'intéresse à tout ça à l'échelle laboratoire. Et s'il y a un intérêt scientifique, certes, mais économique, en s'assurant qu'il y ait de la matière première derrière, on va jusqu'au stade démonstrateur et ensuite on délivre aux utilisateurs finaux. Voilà ici un exemple, par exemple, basé simplement sur l'extraction. Et c'est de l'extraction que je vais qualifier de très traditionnelle. C'est de la macération au éthanol, tout simplement. Il n'y a pas besoin de technologie très poussée. On sait parfaitement qu'avec le CO2 supercritique, les champs pulsés, on peut avoir des meilleurs taux d'extraction, mais du fait des coûts des installations, il faut aussi s'arrêter et pas avoir un prix trop élevé du colorant. Il faut toujours qu'il soit concurrentiel par rapport au colorant de synthèse. D'autres projets d'extraction, par exemple ici, à partir de la pelure de pommes de terre, on extrait ces molécules antioxydantes, d'accord? Un projet qui est mené avec un industriel. Donc, s'il y a un industriel dans le coup, c'est qu'il y a un intérêt économique, bien évidemment. Il y a un intérêt parce qu'il y a un débouché, et il y a l'aspect économique aussi qui est favorable. Bon, là, c'est les tests qu'on a pu faire sur les acides chlorogéniques issus de cette pelure de pommes de terre. Donc, je vais passer. Hein, Deuxième exemple, c'est quelquefois, on récupère une biomasse, une entité de famille, un groupe de famille, et puis on veut essayer d'apporter quelques propriétés ou de voir un peu par rapport à ce qui existe dans la nature. Je ne vais pas dire que c'est de la bio-inspiration, mais on n'en est pas très loin. Alors, voilà, par exemple, ici, alors là, ça doit rappeler quelque chose à mon collègue Raphaël Bitonga, hein, des molécules tensioactives à partir de sucre simple ou de sucre plus complexe ou plus exotique. Par exemple, vous voyez ici le fucose, où on va greffer dessus des chaînes par des fonctions ester, avec ou sans espaceur. Alors, quand je dis on va greffer, on fait une chimie durable. Bon, maintenant, cette chimie, on la développe de façon enzymatique. Donc, on est capable de faire ces molécules par voie enzymatique. Et on va tomber sur des molécules qui vont avoir des propriétés tensioactives, certaines liquides cristal, et pour certaines, des propriétés biologiques intéressantes. Ici, un exemple de différents programmes. Le premier programme qu'on a développé en haut, on a développé des esters de sucrose hein, pour des applications cosmétiques. Dans le projet Abiobat, par rapport au ciment, on est en train de développer un agent moussant végétal. Donc, c'est pour ça que j'avais posé la question tout à l'heure par rapport à l'acide gras insaturé. Et un autre projet, le projet Bioscreen, où on s'est intéressé à des rhamnolipides. Vous avez ici, sur la partie gauche, des rhamnolipides naturels qui montrent des propriétés intéressantes dans le cadre des biocontrôles chez les plantes. Donc, on est parti sur un développement de ce programme dans un interreg, où vous voyez avec tous les partenaires ici.
Notre objectif était de voir un peu, par rapport au rhamnolipide qui est là-haut, ce qu'on pouvait faire. Bah, on s'est tout simplement dit, bah, avant de faire complexe, on va faire simple. On va prendre un rhamnose, on va greffer dessus une chaîne avec ou sans espaceur. Donc, on a fait toutes des séries de molécules, un rhamnose, des jonctions différentes, des longueurs de chaîne bien ciblées parce qu'on avait déjà un retour d'expérience de ce qu'on sait faire. Et on a fait tout un panel de molécules, des éthers, des esters, des carbamates, des succinates. Toutes ces molécules ont été testées en hydroponie, en serre et en champ, d'accord. Et au final, ben, la meilleure molécule qui a été retenue, pardon, c'est l'éther ici, C12, c'est-à-dire une molécule très simple, un rhamnose, une chaîne en position anomérique, donc une chimie très durable, facile à obtenir, cette molécule, avec un coût économique imbattable par rapport aux rhamnolipides présents naturellement dans les plantes. Hein, quelquefois, il ne faut pas chercher trop loin. Souvent, les molécules les plus simples sont les plus intéressantes. Autre exemple ici, vous avez ici en haut un ensemble de saccharides, d'esters de saccharides, notamment des butyrates d'ester, butyrates de saccharides, avec sur la partie droite des galactoses, sur la partie gauche des fucoses. On est sur des sucres un peu plus particuliers, un peu plus à affinité biologique. Et ben, ces sucres aussi, qu'ils soient galactose ou fucose, ont montré des propriétés sur le cancer colorectal chez le rat. Voilà. Et on a des molécules très simples. Autre exemple que vous avez ici en bas, un acide gras, bon, un acide gras un peu particulier, l'acide nervonique, qu'on récupère d'une plante qui s'appelle la monnaie du pape, et cet acide gras a une implication dans les pathologies type sclérose en plaques. Donc à partir de là, on est parti dans un projet de développement de sclérose en plaques. En effet, les patients atteints de sclérose en plaques, chez les patients atteints de sclérose en plaques, on constate le plus souvent un déficit de cet acide nervonique au niveau cérébral. Donc l'objectif, c'est de véhiculer cet acide nervonique jusqu'au niveau cérébral avec je trouve plus mon terme, avec la problématique, pardon, de traverser la barrière hémato-encéphalique, la BIBI. Donc, vous voyez des choses relativement simples, mais avec des domaines d'application très, très variables. Hein, si je me place, je reviens en arrière, si je me place ici dans les tensioactifs, si on veut faire un tensioactif, il faut que le coût économique soit le moindre possible. Parce que là, on va aller sur des marchés, des gros marchés. Donc, c'est le tonnage qui va faire la valeur ajoutée et non pas la molécule par elle-même. Tandis que sur des plus petits marchés, comme ici, par exemple, les molécules à propriété biologique humaine, l'aspect économique va intervenir qu'après. C'est l'intérêt même de la molécule ici. On peut être dans un domaine de chimie fine, il n'y a aucun souci pour la valeur ajoutée. On a fait d'autres dérivés amphiphiles avec des oligosaccharides, comme par exemple un fructo-oligosaccharide, où là, on peut déboucher, après modification chimique ou enzymatique, sur des aliments qu'on retrouve actuellement dans les pet food. Et ça, ce sont des produits commercialisés. Exemple au niveau des matériaux. Alors, au niveau des matériaux, voilà, tout à l'heure, on a parlé le collègue a parlé des oléogèles. Ici, on a fait des hydrogels à partir de gélane, d'accord? Alors, on a pu faire ça à partir de gélane, à partir de chitosane, de carragénane aussi. On a fait des hydrogels, avec ici l'exemple d'incorporation d'une enzyme dans cet hydrogel pour s'assurer, pour avoir une meilleure stabilité, par exemple, de cette enzyme. On peut aussi introduire d'autres molécules, telles que des biomolécules ou des médicaments directement. Ou récemment, on a fait un papier où on a inclus de la curcumine, donc un produit d'origine biomasse, dans ces hydrogels biosourcés, on va dire, et d'avoir ici des targeting, des drugs targeting pour cette curcumine. Alors, l'un de nos gros domaines aussi, c'est sur les plastiques. Donc, à partir de tous les dérivés que vous avez là, donc à partir de production agricole, que ce soit l'amidon, la cellulose, les hémicelluloses, les inulines, les alginates, voire même, on pourrait ajouter les lignines, où là, on va aborder un autre. Par formulation, par modulation, on arrive à des bioplastiques,
hein, à l'exemple de ce qu'on a pu faire ici. Alors là, je suis en train de vous présenter des papiers qui sont relativement anciens, parce qu'actuellement, on est sur d'autres projets qui, là, sont beaucoup plus contraignants d'un point de vue communication, si vous voyez ce que je veux dire. Sidrine sait de quoi je parle. Nos acides de polysaccharides, ici par exemple les celluloses, à partir de dérivés de cellulose, on peut avoir différentes applications. On vient greffer des chaînes sur les celluloses. Alors rassurez-vous, par rapport au schéma qui est inscrit ici, on a actuellement un procédé enzymatique, chimio-enzymatique, je vais dire, qui permet d'avoir les mêmes molécules de droite, mais avec une chimie beaucoup plus propre, plus responsable. Et on peut avoir différentes applications, notamment ici, obtenir des biomatériaux avec le double bio, le bio d'origine biosourcée et le bio applicatif biologique. Voilà. Et d'autres applications aussi qu'on peut retrouver ici, notamment dans la participation à la modulation de l'hydrophobicité du PLA en relation avec l'industrie textile et avec les fils de suture au niveau biomédical. On peut faire la même chose avec les amidons, où là, on va être dans d'autres projets, dans d'autres objectifs. On est notamment ici avec des amidons greffés par des chaînes grasses courtes, voire même insaturées. On peut avoir des produits qui vont être intéressants, on va dire, pour le domaine de l'emballage. Ici, un autre domaine, toujours avec des amidons, selon ce qu'on va venir greffer, toujours par une chimie responsable, on va pouvoir avoir des additifs pour les bétons, d'accord, ce qui va permettre un meilleur système de séchage, des effets dits superplastifiants au niveau de ces bétons. Un projet qu'on est en train de développer actuellement, c'est à partir de concevoir des résines biosourcées. C'est en relation avec la problématique coloration-colorant. Hein, on a une entreprise qui s'intéresse à la décoration des arts de la table, qui est intéressée par nos colorants pigments d'origine naturelle en circuit court, mais qui a une problématique. Pour absorber ces colorants, il leur faut une biorésine qui accepte ces colorants. Donc, on est en train de concevoir une biorésine par ces différentes entités, nos saccharides propres. Et encore une fois, je suis désolé, je ne peux pas rentrer plus dans le détail. On a différents partenariats. Donc là, j'ai ciblé les partenariats, on va dire, du continent Afrique du Nord ou Afrique noire. Donc avec le Maroc, certains de mes collègues devaient être là cet après-midi, avec l'Algérie, avec la Tunisie. Donc là, on est sur des aspects qu'on va qualifier d'extraction. Extraction avec le Maroc, la Tunisie, sur tout ce qui est PAMS, les plantes aromatiques et médicinales. Avec le Cameroun, on a une double collaboration en cours avec Ferdinand, je crois qu'il est là, je l'ai vu tout à l'heure, avec Ferdinand aussi sur des PAMS spécifiques au Cameroun, et avec Christian Focam, avec Christian sur des aspects matériaux. Bien que ce soit un mécanicien, voilà, on travaille avec lui. Hein. Je profite pour dire que moi, je suis chimiste, mais on ne travaille pas entre chimistes. Hein. On doit associer toutes les personnes, des sciences exactes, hein, des physiciens, des mécaniciens, des génies des procédés, des chimistes, des biologistes, mais on doit aussi associer des personnes des sciences humaines, des économistes aussi. Et on a même un projet, tout à l'heure je parlais de l'ISATIS, on a associé des gens des sciences culturelles et du patrimoine aussi. Une relation avec le Gabon qui est en train de commencer avec Raphaël, qui va être bientôt chez nous, j'espère. Voilà. Et on a aussi une collaboration avec le Bénin sur des aspects matériaux, notamment de chitosane, de composite, de biocomposite, chitosane, argile. Voilà. Donc, s'il faut un peu résumer nos compétences, bon, on est sur la chimie du biosourcé. On est, je ne vais pas dire spécialiste du montage de chaînes de valeur, mais de ce qu'on est fait sur le territoire, on est sollicité pas mal. Pour tout vous dire, demain, j'ai un entretien téléphonique avec une société qui est basée à l'île de la Réunion. Vous allez me dire, c'est le territoire français, certes, mais ils sont venus vers nous pour voir comment on avait fait pour monter notre chaîne de valeur. Alors, monter une chaîne de valeur, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut échanger avec tous les interlocuteurs possibles, les approvisionneurs, utilisateurs finaux. Chacun a son propre vocabulaire, chacun a ses centres d'intérêt,
bien précis, ses priorités. Voilà. Hein, l'approvisionneur, c'est vendre à meilleur coût sa matière première. L'utilisateur final, c'est avoir le meilleur produit le moins cher possible. Voilà. Donc, c'est pas évident de discuter, mais c'est super enrichissant. Et puis, c'est super fun. Et puis, on s'éclate. Je pense que Sidrine peut confirmer qu'on s'éclate pas mal. Voilà. Je reste à disposition pour toute question et tout commentaire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, professeur Patrick Martin. Nous vous remercions pour votre présentation et nous avons appris beaucoup de choses. Et non, vous n'avez pas été très long. Ça va, nous sommes encore dans les temps. Alors, sitôt je rebondis, nous avons en messagerie des questions. Alors, la première question vient du docteur Pamba Boudena. Boudena, ouais, c'est ça. Alors, il veut savoir, pour le conditionnement des oignons, quel taux de pureté avez-vous le plus souvent obtenu? Et quelles sont les perspectives d'avenir de l'ETRC12 qui présente des coûts économiques très importants? Alors, en ce qui concerne la pelure d'oignon, comme j'ai dit tout à l'heure, tout dépend du marché qui est visé. Mais le taux de pureté maximal qu'on ait pu avoir, c'est 98%. Voilà. Et ce qui correspond aux normes acceptables à la cosmétique. On a une grosse société de cosmétiques qui est derrière, que je ne peux pas citer. Voilà. Pour eux, ça les satisfait pleinement. Voilà. Après, pour tout ce qui est coloration, on va dire bon, on s'est un peu amusé parce que le conditionnement des oignons, quand je parle de conditionnement, c'est histoire de mettre les oignons dans les fameux filets que tout le monde connaît, filets qui sont jaunes ou rouges. On s'est dit, tiens, on va colorer ces filets avec du colorant issu d'oignons. Voilà. Donc là, on n'est pas obligé d'aller à des puretés très élevées. C'est ce qui explique les taux de rendement entre 6 et 8 tonnes. Voilà. Alors, par rapport à l'éther C12, le coût économiquement élevé de l'éther C12, je ne pense pas. Je ne pense pas par rapport aux produits existants sur le marché. Les produits existants sur le marché sont des produits encore en majorité pétrosourcés, donc c'est sûr qu'ils sont moins coûteux. Mais le jour où il y aura interdiction totale de ces produits et non pas un recul à chaque fois de la deadline, notre produit sera largement concurrentiel par rapport aux produits issus de technologies blanches. Voilà. Ok, merci. Nous avons une autre question venant du docteur Bicoro. Alors, le docteur Bicoro veut savoir quels sont les rendements d'extraction sur les pelures séchées d'oignons. Et le rendement ne serait-il pas meilleur si l'extraction se fait sur des peaux fraîches? Alors, le problème de la peau fraîche, c'est la stabilité dans le temps de la matière première. Parce que quand on a une matière première qui est humide, il faut l'utiliser immédiatement. Tout à fait. Autrement, on va rentrer dans la fermentation, on va rentrer dans le compost. D'accord? Nous, on surfe sur le fait qu'on a cette pelure d'oignon qui est sèche, qui est stable dans le temps. Et en plus, cette pelure d'oignon, on l'a sur 10 mois de l'année régulièrement. Voilà. Il n'y a un seul problème à cette pelure d'oignon, c'est sa masse volumique. 5 kilos de pelure d'oignon, ça fait un coffre de scénic, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, on est en train de mettre en place des mini-presses sur les lieux d'approvisionnement pour avoir un compactage de cette pelure d'oignon. Et on ne s'est pas intéressé à la pelure humide, parce que la pelure humide, il y a une grosse société par chez nous qui fait de l'oignon surgelé, congelé pour les préparations culinaires. Et cette pelure d'oignon humide, donc là, on va même extraire de la pulpe de l'oignon, sert actuellement à faire des sauces pour apporter du goût à certaines sauces. Nous, là, on est vraiment sur la pelure sèche, la petite pelure que vous enlevez et qui revient au bout de quelques jours. Voilà. Et on est sur un taux d'extraction par rapport à la quercitine existante de entre 80 et 95% de quercitine. Sachant que le résidu, on le valorise en faisant pousser dessus des petites bébêtes, des champignons qui nous permettent d'aboutir à d'autres colorants. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le zéro déchet. C'est vrai que je n'ai pas utilisé ce terme, mais l'objectif aussi, comme a dit le collègue précédemment, le collègue de l'INRA, c'est d'avoir le zéro déchet, de tout utiliser. Et quand je dis zéro déchet, normalement, pour moi, je n'utilise jamais le terme déchet parce qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a que des coproduits. Produit, tout à C'est-à-dire fait. des coproduits qui sont valorisables, même si ça part en méthanisation, c'est quand même une valorisation énergétique. Voilà.
tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, j'aime pas trop le terme déchet, je préfère coproduit. Et ça a été des discussions en interne du laboratoire avec les collègues d'Universal. La notion de déchet, là, j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de déchets avec des coproduits, c'est valorisable. D'accord. Alors, nous allons poursuivre avec une question du professeur Raphaël Bikanga. Peggy, Ah, si tu peux ouvrir le micro du professeur. Voilà. Merci. Bonjour Patrick. bonjour Raphaël. Alors, comme disait Patrick tout à l'heure, c'est une vieille connaissance. Patrick et moi, nous avons passé nos thèses dans le même laboratoire à l'université Jules Verne de Picardie à Amiens. Et donc, on se connaît très bien. Je voudrais d'abord apporter, je crois, tomber d'accord avec Patrick tout à l'heure pour les biocarburants. J'en viens un peu à l'exposé de Zef tout à l'heure. Le biocarburant, c'est vrai qu'on l'essaie même actuellement au niveau du Gabon. Et j'avoue que les essais ne sont pas très concluants parce que, comme disait Patrick tout à l'heure, il faut vraiment faire un choix. Sur quoi nous allons nous baser pour ce biocarburant? Quelle sera la part de l'alimentation et la part du biocarburant? Je crois que les questions se posent encore. Bon, après, rien n'est impossible. Hein? D'ici là qu'on trouve des solutions, c'est possible. Ensuite, bon, Patrick m'a rappelé pas mal de choses par rapport à ces molécules. J'avoue que j'étais le premier instruire cette recherche-là au laboratoire de chimie organique et de cinétique. J'étais le cobaye de la maison où j'ai synthétisé des produits, tous les produits dont il venait de parler là ou presque, des esters, des éthers et même des thioéthers avec le désagrément des mercaptans que vous connaissez. Et donc, nous sommes allés, nous avons quand même trouvé de choses très intéressantes, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, la Picardie, c'est l'une des régions, à l'époque ça s'appelait encore Picardie, même si ça basculait dans le Hauts-de-France et compagnie, c'est quand même une région la plus sucrière qui était à l'époque, je ne sais pas si les choses ont changé, la plus sucrière de France. Et donc, Patrick, voilà, toujours pareil. Alors, je crois que tu as répondu à une des questions que j'allais poser là. Quand tu parlais des discussions, j'ai vu que sur une des diapos, tu as noté 26 partenaires. Je voulais demander si les conversations, les débats étaient aisés. Mais je crois que tu as répondu parce qu'avec deux ou trois, essayer comment dire, de les décider, ce n'est pas toujours évident. Et 26, c'est vraiment du nombre. Alors, si je peux me permettre, Raphaël, les 26 partenaires qui sont apparus là, dans le projet avec les rhamnolipides, ce sont essentiellement des partenaires académiques. Donc, ça va. Pour échanger, ça va. Mais dès que tu as des partenaires ou des prestataires industriels, ça devient très compliqué. Là, dans le projet Isatis Tinctoria, le pastel, il y a quoi? Il y a 23 partenaires, prestataires, industriels, des fournisseurs aux utilisateurs finaux. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est déjà compliqué à réunir tout le monde et c'est compliqué à échanger tous ensemble. Voilà. Ouais. Mais on s'amuse bien. J'imagine. Et du coup, la question qui vient juste après, là, quand j'entends les quantités de pelures et tout ça, vous faites plutôt du semi-industriel, c'est ça? Et vous le faites sur place dans vos labos? Non, on ne fait pas le semi-industriel dans nos labos. On monte jusqu'à l'échelle de quelques kilos, quoi, on va dire. D'accord? Oui. Mais dans le semi-industriel, on sous-traite après, quoi. D'accord. On n'a pas l'installation pour le faire. D'accord. Mais on est capable de sortir quelques kilos de produits. Sidrine peut confirmer. D'accord. Ensuite, là, j'ai vu que ce soit les glyco-amphiphiles, les bio-amphiphiles et tous les autres. Tu as parlé à un moment donné des enzymes que vous utilisez. C'est quoi comme enzyme? On utilise des enzymes relativement classiques, des lipases classiques
pour faire des greffages sur les sucres actuellement. Voilà. On n'est pas, on cherche pas à développer l'outil enzyme, on n'utilise que l'outil. Voilà. Alors, on s'est mis à l'enzymo. Pourquoi? On a cherché des collaborations avec des laboratoires d'enzymo, spécialistes d'enzymo, d'accord? Pour simplement utiliser l'outil, mais personne n'a souhaité collaborer. Donc, on s'est mis à développer notre synthèse d'enzymes. Comme on pouvait le faire à une certaine époque, dans les années 90 à Amiens, si tu te rappelles, on avait essayé de faire quelques essais avec des lipases. Voilà. Oui, exactement. Et quoi, le projet tient toujours ou bien vous avez laissé tomber après? Avec les enzymes, non, ça tient toujours. Non, non. On a une thèse qui est en dernière année, là, qui apporte de très bons résultats. On a un article qui est parti, d'ailleurs, hier soir. Voilà. Non, c'est de très bons résultats. Et c'est pour ça qu'on est capable de faire nos molécules par voie enzymatique, donc avoir une chimie plus que raisonnable, quoi. Plus que durable. Bon, qui dit tension active dit certaines propriétés. J'ai vu que tu les as mentionnées, CMC, HLB. Je voulais savoir, par rapport aux valeurs des HLB, vous n'avez pas d'interférence sur les propriétés? Je pense notamment à l'effet mousson. Justement, on essaye, c'est dans le cadre d'une thèse et d'un projet aussi régional, on essaye de développer un agent moussant qui apporte aussi un effet super plastifiant en même temps. Mais on va obtenir un produit monodisperse, d'accord? Donc, il se peut que notre produit soit moins bon peut-être que le produit actuellement sur le marché, qui lui est pétrosourcé, mais comme il apporte de la naturalité et qui conduit quelque part au même résultat que le produit pétrosourcé, ça peut être jouable pour l'industriel. Et tout ce que je dis, c'est sous le contrôle d'un industriel. Hein. D'accord. Bien, voilà, Henri, c'était les quelques questions parce que justement, j'en parlerai peut-être tout à l'heure lors de mon exposé. C'est des chemins que nous avons envie d'emprunter aussi au laboratoire de Franceville. Et comme il disait tout à l'heure, on va peut-être apprendre quelque chose avec un voyage qui se profile à l'horizon pour le mois de novembre. Merci, Patrick. Merci, Raphaël. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Ok, merci. Moi, j'ai une question. Oui. Alors, par rapport au colorant obtenu à partir de l'huile d'oignon, la quercétine, c'est ça? Oui. Moi, j'aimerais savoir, avez-vous fait des comparaisons avec des colorants obtenus à partir des produits synthétiques? Et est-ce qu'elle a été très efficace? Et avez-vous utilisé des mordants pour étudier la fixation du colorant sur des textiles, par exemple? Très bonne question, Henri. Très bonne question. Merci. Je viens de faire une réponse de politique. Très bonne question. Très bonne question. Moi-même, j'ai travaillé sur les colorants naturels. Donc, la réponse est oui. On a comparé à des colorants synthétiques. Bon, j'étais rapidement sur le projet, mais dans le projet colorant quercétine, comme dans les autres aspects colorants, on est avec l'école de textile de Roubaix. Voilà. Donc, c'est eux qui ont fait les colorations de textiles naturels et synthétiques avec des colorants, notre colorant naturel et un colorant synthétique. Et il y a cet aspect de mordançage qu'on est en train de voir par le développement de biomordanceurs. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir posé la question. Mais je n'irai pas plus loin. Je comprends. Alors, je pense que du coup, il n'y a plus de questions, Henri. Nous n'avons plus d'autres questions. Si, il y a une question de Marc Arthur dans le chat. Marc Arthur, un instant. Ah, Marc Arthur? Oui. Est-ce que c'est le même Marc Arthur que je connais? Marc Arthur, non. Ah! Alors, Peggy, si tu veux bien la lire, la question, parce que là, okay. Je vous remercie pour votre présentation. C'est bien le Marc Arthur que vous connaissez. Il veut prendre la parole, donc c'est bon. Merci, il va le faire lui. Il peut prendre la parole, Marc Arthur, pour poser la question. Oui. Donc, bonjour Patrick, et puis je te remercie aussi pour ta brillante présentation. Hein. Salut, elle était assez claire. Mais moi, j'avais juste, c'est vraiment pas une question, c'est plutôt une remarque que je fais. En fait, lors de ton exposé,
Et il semble que tu as mis en avant le caractère de circuit court en lien avec le projet de pelure d'oignon. Et je me demandais, est-ce que c'était aussi un conseil, en fait, finalement, que tu donnais aux membres, que tu prodiguais aux membres de l'association ADEIBA ou également à la politique de la bioéconomie en Afrique? Euh, c'est pas. Alors, déjà, j'ai pas de chapeau pour me permettre de donner des conseils. Juste retracer notre expérience. C'est vrai on fait des choses en circuit court parce que ça intéresse beaucoup le monde industriel. Je vois sur les projets colorants et pigments naturels, les industriels de la cosméto sont intéressés par les aspects naturalité, bien évidemment, et relocalisation sur le territoire et circuit court, très court. Voilà. Même si ça leur coûte plus cher, c'est quelque chose qu'ils souhaitent mettre en avant. D'accord? Après, bon, le projet colorant pelure d'oignon, on a joué le circuit court parce qu'on avait tous les acteurs dans la région Hauts-de-France, chez nous. Donc la région n'a pas pu faire autrement que de nous aider. Voilà. Mais dans le projet Indigo, là, on est plus sur le territoire national. Donc on essaye toujours de rester dans le circuit court, mais dans le cours raisonnable, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est mieux de privilégier le circuit court, tout de moins d'avoir accès à la matière première de façon très proche, quoi. C'est un projet qu'on avait mené il y a quelques années sur un projet de valorisation de la paille dans la région de Béthune où on est. Et on voulait aller chercher de la paille jusqu'à 150 km à la ronde en périphérie. Et on s'est vite rendu compte que ce n'était pas rentable économiquement, quoi. Voilà. Donc, quand on veut faire le circuit court, il faut vraiment que les matières premières soient tout à côté, que le centre de transformation soit aussi tout à côté. Quelquefois, tout est possible, d'accord, mais quelquefois, on est obligé aussi de faire moins de circuits courts, parce qu'après, construire un site pour traiter les matières premières, s'il n'existe pas dans la région, mais s'il existe à 100 km, il y a tout l'impact économique de création d'un site. Est-ce que c'est rentable ou pas? Il y a l'aspect économique qui rentre là-dedans aussi, quoi. Voilà. T'as pas ton micro, Marc-Arthur. Je disais qu'il y avait aussi l'impact environnemental. Plus on est à des circuits courts, plus l'impact environnemental est faible, quoi. Donc, c'est plutôt pour ça que je pensais que c'était plutôt un conseil que… Là, on est sur un projet, tu connais, je pense que tu étais là quand on en a parlé, on est sur un projet de nicotine avec un industriel français qui est intéressé pour relocaliser la production de nicotine pour les aspects vapoteurs et puis les aspects industrie pharmaceutique sur le territoire national, quoi, au lieu d'aller chercher la nicotine très loin, quoi. Voilà. Et l'indigo dont je parlais tout à l'heure, c'est pareil, hein. L'indigo, il a longtemps existé chez nous, la culture pour obtenir l'indigo a longtemps existé chez nous, supplanté par le marché asiatique et sud-américain il y a très longtemps. Et là, c'est une volonté de réimplanter cette culture, quoi. Voilà. Et de surfer aussi, malheureusement, sur le réchauffement climatique. Voilà. Je te remercie, Patrick. Merci. Plaisir de t'avoir échangé avec toi. Oui, c'est un plaisir. Ok. Ben, nous vous remercions encore pour votre présentation et les réponses aux différentes questions qui ont été posées. Et nous avons vraiment, vraiment empiété sur le temps. C'est normal. Les échanges sont très intéressants et les présentations aussi. C'est pourquoi on n'arrive plus à avoir le temps. C'est pas grave. Raphaël n'a pas grand-chose à dire tout à l'heure, donc ça va aller. Alors, sans plus tarder, je vais demander à notre prochain panéliste, c'est-à-dire le professeur Bertrand Charrier, de pouvoir nous faire sa présentation. Monsieur Charrier, vous avez la parole. Je suis, voilà, je prends juste le temps d'ouvrir mon fichier et de le partager. J'ai la main pour le partager, c'est ça? Tout à fait, si je ne me trompe pas, Peggy. Oui, vous avez tous la main pour partager les documents. Ok, ça marche. Les fichiers.
Alors, donc j'y suis presque. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai beaucoup de plaisir à participer à ce premier webinaire de l'association ADIBA qui augure plein de bonnes choses pour le futur de l'activité économique et des énergies susceptibles de créer cette activité donc en Afrique, notamment en Afrique centrale. Donc moi, je vais vous présenter en quelques mots donc ma structure où j'exerce, et puis on parlera, je reviendrai sur des éléments liés à l'environnement, et je vous présenterai une partie des travaux que l'on développe au sein de mon laboratoire, pour ensuite enchaîner sur l'intérêt de développer la politique entrepreneuriale ou la formation à l'entrepreneuriat, de façon à susciter les énergies qui aujourd'hui, malheureusement, sont manquantes pour développer de nouvelles stratégies économiques, notamment en Afrique, qui est un continent qui a énormément de richesses, malheureusement insuffisamment exploitées aujourd'hui, notamment par les compétences et les expertises locales. Alors, quelques mots sur la structure dans laquelle je me trouve. Donc, alors, je fais défiler voilà, l'écran. Donc, je suis professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. J'ai une casquette d'expert en sciences du bois, et notamment en chimie du bois. Et j'ai travaillé sur le traitement et le développement de nouvelles résines à partir de matières biosourcées, majoritairement végétales, issues majoritairement, mais pas que, du bois, puisque j'ai travaillé également sur des fibres naturelles en collaboration avec un certain nombre de pays africains, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale et un petit peu l'Afrique de l'Ouest. Donc, je dirige également l'Institut universitaire et technologique des Pays de l'Adour, qui est une structure qui comprend 5 départements, 2 à Pau et 3 à Mont-de-Marsan, et moi je suis plutôt basé à Mont-de-Marsan. Donc cela représente un peu plus de 700 étudiants, et ces 700 étudiants qui sont encadrés par une équipe d'environ un peu plus de 50 enseignants-chercheurs, avec une vingtaine de personnel BIA, c'est-à-dire personnel technique, qui permettent à la structure de fonctionner. Nous disposons pour chacun des départements et chacune des thématiques développées dans chaque département d'équipes de recherche. Donc ces équipes, elles travaillent sur l'énergie et la science des données à Pau. Et sur Mont-de-Marsan, on a 3 équipes. Une équipe qui travaille sur l'alimentation animale et la physiologie du gavage, en lien avec l'économie locale ici à Mont-de-Marsan. Et puis ensuite, une deuxième équipe qui travaille sur la sécurité informatique et également la robotique à disposition de l'enseignement. Et puis l'équipe qui travaille sur les matériaux bois, donc équipe que je dirige depuis maintenant une vingtaine d'années, et qui avons créé un réseau qui s'appelle le réseau Xylomat, qui fait suite à un appel à projet qui nous a permis d'avoir une dotation importante pour notre laboratoire, de nous équiper, de créer un réseau de laboratoires universitaires en France et d'écoles d'ingénieurs pour essayer de construire des projets avec un fort caractère environnemental pour pouvoir apporter des solutions aux entreprises de la filière forêt-bois. Alors, quelques mots sur les recherches montueuses sur lesquelles je reviendrai un petit peu, mais globalement, nous avons une recherche qui est plutôt une recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on part de problèmes industriels, on essaie d'apporter des réponses techniques pour pouvoir ensuite faire en sorte que les industriels puissent disposer de nouveaux moyens pour rendre leur activité économique plus performante.
Donc, globalement, nos activités au début étaient essentiellement centrées sur le matériau bois, et que ce soit le traitement ou les problématiques de résine pour faire des associations de bois déstructurés. Et puis, progressivement, se sont élargis aux fibres naturelles, avec des projets avec la Tunisie, l'Algérie, le Soudan. Et il y a 5-6 ans, on a fait un gros travail avec le Gabon, avec Peggy Arsène, donc cofondateur de l'association ADIBA, avec lesquels on a travaillé sur l'analyse et la compréhension des compositions chimiques de l'okoumé et de l'acajou, et qui nous ont permis de découvrir de nouvelles gammes de molécules qui n'avaient pas été observées jusqu'alors. Au sein de mon laboratoire, qui regroupe à peu près une vingtaine de personnes, donc on travaille également sur la valorisation d'agro-ressources via une chaire junior bois qui est pilotée par Eduardo Robles, que l'on a recruté il y a 2 ans. Et puis, on fait aussi de l'accompagnement de start-up. Alors, cette diapositive illustre un peu la démarche que l'on a dans le laboratoire. Ça, c'est une diapositive qui est un peu ancienne et qui montre un exemplaire d'un panneau que l'on avait fabriqué avec une colle partiellement biosourcée, parce qu'elle était biosourcée à 70%, mais c'était une première. Après avoir fait tout un travail de validation dans notre laboratoire avec les petites presses que l'on a. On a presses de 25 tonnes et de 100 tonnes, à partir desquelles on avait fait la mise au point du protocole industriel. Et ça nous avait permis justement d'arriver au point final qui a été un essai industriel grandeur nature, avec une production de panneaux qui était tout à fait performant, qui aurait pu avoir une continuité industrielle si il y avait eu, si la complexité d'avoir 2 mélanges collants au sein du même processus de production aurait pu être levée par l'entreprise avec laquelle on était partenaire. Ça, c'est l'entreprise avec laquelle on a travaillé se trouvait, puisqu'elle a fermé depuis, dans le sud-ouest de la France, donc pas très très loin de Mont-de-Marsan. Alors, quelques mots maintenant sur l'environnement, mais qui ont déjà été abordés par les orateurs précédents, notamment le professeur Moulungui, sur la problématique de ce qu'est le réchauffement climatique et de la nécessité, via la problématique réchauffement climatique, de limiter nos productions de gaz à effet de serre, et notamment de dioxyde de carbone. Alors, je rappelle donc très brièvement ce qu'est le réchauffement. C'est un mécanisme qui fait que les rayons solaires du moins les rayonnements infrarouges qui sont issus du soleil sont captés au niveau des couches de l'atmosphère, voire au-delà, et sont ralentis, entraînant, en termes de distribution vers l'espace, entraînant un réchauffement un peu anormal. Et les scientifiques qui ont travaillé là-dessus, donc notamment la communauté scientifique du GIEC, s'accordent à 90% pour considérer que ces gaz susceptibles d'augmenter le réchauffement, qu'on appelle les gaz à effet de serre, sont en grande partie responsables de ce mécanisme du réchauffement climatique. Alors, ça ne veut pas dire que 100% de la communauté scientifique est d'accord avec ce constat, mais il y a quelques personnalités qui restent quand même sceptiques sur l'influence du soleil, notamment, et de certains types de rayonnements qui pourraient aussi avoir un rôle non négligeable dans ce mécanisme de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on considère que le réchauffement est majoritairement dû au gaz lié à l'activité anthropique. Et donc, on va se concentrer sur cette notion-là et observer tout l'intérêt du développement d'une bioéconomie dans ce contexte. Alors, quelques rappels fondamentaux. Donc, l'arbre est un organisme végétal qui fixe le carbone avec une efficacité redoutable grâce à un mécanisme que l'on appelle la photosynthèse, et qui en même temps produit de l'oxygène, mais c'est surtout cette fixation de carbone qui est extrêmement importante et performante. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'un mètre cube de bois est fabriqué à partir d'1 tonne de dioxyde de carbone.
Et tout ceci grâce à une activité savamment organisée par ce qu'a été capable de construire la nature il y a plusieurs centaines de millions d'années avec la photosynthèse et un mécanisme enzymatique très complexe basé sur une enzyme qu'on appelle la ribulose en 5-diphosphate carboxyliase, qui est capable de faire en sorte que le dioxyde de carbone présent dans l'air soit fixé sur une autre molécule, et ainsi pouvoir produire des sucres à partir desquels le végétal est capable de synthétiser la plupart des matières organiques qui le constituent. Et dans cette cellule végétale, il y a aussi un mécanisme assez extraordinaire qui est la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique pour faire en sorte que tous ces mécanismes, toutes ces réactions chimiques puissent avoir lieu au sein de la cellule. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les ressources à partir desquelles on a construit la chimie des plastiques notamment, étaient elles-mêmes, ou une bonne partie d'entre elles, provenaient de matières organiques, de l'époque notamment du Carbonifère, avec les anciennes forêts du Carbonifère, qui ont été ensevelies et progressivement, au bout de centaines de millions d'années, transformées en charbon, en pétrole ou en gaz. Et aujourd'hui, donc, on se rend compte que finalement, eh bien, tous ces produits que l'on fabrique à partir du pétrole, qui est une matière organique bon, tout à fait performante, eh bien, on peut aussi les retrouver à partir du bois, en lui faisant subir certains traitements. Et donc, c'est ce que l'on va appeler la bioraffinerie, qui a déjà été évoquée par les orateurs précédents, mais je fais juste un simple rappel là-dessus. Effectivement, avec les techniques de déstructuration que l'on maîtrise aujourd'hui, on est capable de pouvoir arriver à produire toute une gamme de molécules qui, d'un point de vue théorique, pourraient remplacer la grande majorité des produits issus de la pétrochimie. Alors, tout ceci avec des systèmes, des actions physiques ou des actions chimiques, avec des réactions chimiques, avec des voies biochimiques quand on utilise des bactéries, des levures pour fabriquer de toutes petites molécules, ce que l'on appelle les syntons. Les syntons qui sont des molécules de base à partir desquelles on peut fabriquer toute une série de choses, hein. C'est comme par exemple l'éthanol, l'éthylène, qui sont un exemple de synton. On peut aussi produire par des voies biologiques. Et puis les voies thermochimiques, qui sont des voies qui, elles, utilisent la combustion ou des techniques thermiques pour pouvoir arriver également à produire notamment des gaz ou d'autres molécules tout à fait intéressantes pour nos activités du quotidien. Donc aujourd'hui, on peut faire toute une série de choses à partir de la biomasse et on peut fabriquer toute une série d'objets qui étaient habituellement fabriqués à partir de dérivés de pétrole. Et on fait ça avec beaucoup de technologie et de performance. Alors, cette biomasse, bon, l'intérêt, effectivement, c'est qu'elle est parfaitement renouvelable et que d'un point de vue impact lié à la production notamment de dioxyde de carbone ou de méthane, hein, on a un impact nul dans la mesure où cette biomasse est entretenue. C'est-à-dire qu'on va exploiter un arbre pour le transformer, pour en faire de la fibre, des émulsifiants par exemple, via la cellulose que l'on va traiter. Mais à côté de ça, une fois qu'on aura coupé l'arbre pour pouvoir faire cette production, eh bien on aura eu en même temps, en parallèle, une action de reboisement. Et pour un arbre coupé, on en replante 10, et puis au bout de 30 ans, on récupérera cet arbre qui a été coupé 30 ans plus tôt et qui aura stocké la totalité de dioxyde de carbone qui aura été transformé 30 ans plus tôt. Donc, c'est ce mécanisme-là, effectivement, qu'il y a un engouement aujourd'hui, mais ça a été dit par les précédents orateurs, sur le développement de matières biosourcées, et notamment dans toutes les industries, hein, que ce soit les industries du bois ou d'autres industries, notamment celles qui utilisent des adhésifs, des résines. La plupart des industries recherchent aujourd'hui des matières susceptibles d'être biosourcées, mais avec les mêmes performances
performance technologique. Alors, c'est pas gagné parce que avec la bioressource, eh bien, on a aussi des problématiques de variabilité qui sont pas évidentes à gérer. Et puis aussi une gestion des coûts qui est aussi très importante, hein. Il faut essayer de faire des transformations qui soient les plus simples possibles, notamment quand on veut travailler avec des ressources locales dans des pays qui n'ont pas extrêmement de moyens technologiques. Il faut essayer de mettre toute son intelligence au service de la simplicité. Et ça, c'est pas si évident. En quelques mots sur l'actualité de la foresterie à l'échelle planétaire. Alors ça, ce sont des figures que j'ai prises dans le dernier rapport de la FAO, qui est en ligne, facilement accessible, et qui montre des choses qui sont plutôt encourageantes. C'est-à-dire que il y aurait une diminution sensible de la déforestation à l'échelle planétaire, et qui fait qu'aujourd'hui, le bilan entre 2015 et 2020 est nettement plus favorable que celui qu'il était entre 1990 et 2000 en termes de déforestation. En termes de replantation, effectivement, on plante de façon moins importante, mais comme la déforestation serait à l'échelle planétaire moins importante, donc ça reste toujours un point plutôt positif. Alors ça, c'est dans les grandes masses. Là, je faisais une lecture de la figure en bas à droite, mais si on regarde la figure en bas à gauche, on s'aperçoit qu'il y a quand même un décalage entre les plantations qui sont majoritairement développées en Europe, en Asie et également en Amérique du Nord, et puis les zones africaines et sud-américaines avec l'Amazonie et puis le bassin du Congo, où là, on a quand même de la déforestation qui reste importante, au détriment bien de la ressource et également de la biodiversité. Alors, quelques chiffres sur la ressource forestière d'Afrique centrale. Bon, ce qu'il faut rappeler, mais je pense que ça a peut-être été évoqué précédemment. Donc, nous avons 268 millions d'hectares, donc 25% de l'ensemble des forêts tropicales planétaires se trouvent dans le bassin du Congo. Et ça représente quand même un potentiel énorme, à la fois en biodiversité, parce que toutes ces espèces très nombreuses, forestières, mais aussi d'herbes qui existent dans ces zones tropicales, eh bien, ont aussi une richesse intérieure en termes de matière organique qui est tout à fait importante et qui représente une source très intéressante pour toute une série de secteurs économiques comme la pharmacologie par exemple, mais aussi du moins le secteur du bien-être où on utilise de plus en plus de molécules végétales, voire des extraits animaux, mais majoritairement des molécules végétales qui peuvent apporter des choses tout à fait intéressantes. Alors, quelques infos sur des expériences que l'on a menées au sein du laboratoire à Mont-de-Marsan, donc avec notamment ce travail qui a été fait par Arsène Bicot-Yatomo avec la collaboration de PEGI lorsqu'ils ont fait leur PhD donc dans notre laboratoire à Mont-de-Marsan, et qui nous a permis de montrer que bien il y avait une complexité de molécules phénoliques à l'intérieur du bois d'acajou qui était particulièrement intéressante et qui pouvait être utilisée dans des multiples secteurs liés à la pharmacologie notamment, mais aussi au bien-être dans la mesure où on a des molécules ou des complexes moléculaires qui présentent des propriétés antioxydantes, notamment tout à fait performantes. Alors, on avait travaillé sur l'acajou, on a travaillé aussi sur l'okoumé et on a trouvé des molécules assez proches de celles de l'acajou. Tout ça pour dire que, c'est un autre travail réalisé par PEGI, c'est pour dire qu'il y a une famille de molécules sur laquelle on a pas mal travaillé depuis une quinzaine d'années dans le laboratoire qui est vraiment très intéressante, qui sont les flavonoïdes et les tanins, et qui ont la particularité à la fois de développer des propriétés antioxydantes,
tout à fait bénéfiques, mais aussi qui ont la particularité de pouvoir se polymériser et ainsi produire des adhésifs tout à fait performants. On peut aussi fabriquer des mousses à partir de ces molécules et des mousses qui ont des propriétés ignifuges très performantes. C'est-à-dire que vous prenez un chalumeau que vous mettez à côté que vous positionnez en direction d'une mousse fabriquée à partir de tanin, et cette mousse ne va pas s'enflammer, comme ce qui pourrait être le cas avec une mousse polyuréthane, par exemple. Alors, tout ceci parce que ces flavonoïdes, ces molécules phénoliques, ont la capacité de générer une couche qui s'apparente à une vitrification périphérique lorsqu'il y a une flamme qui est en contact avec ces molécules et qui va empêcher le passage de l'oxygène. Et donc, ça limite la combustion. Et ça, c'est un phénomène qui est tout à fait intéressant et qui peut permettre de valoriser ce type de molécules à une échelle industrielle pour fabriquer notamment des mousses dans le bâtiment, par exemple. Alors, les molécules qui ont été découvertes dans le bois d'acajou d'Okoumé font partie de cette famille-là et pourraient effectivement être valorisées compte tenu de l'ensemble des déchets qui sont générés chaque année par la production, par la transformation industrielle de ces essences forestières aujourd'hui au Gabon. Donc, il y a vraiment tout un potentiel très important sur ce type de molécules. En parallèle, dans le laboratoire, nous travaillons depuis 5-6 ans sur des résines produites à partir du pain maritime. Et donc là, on est sur d'autres familles de molécules que l'on appelle les terpènes et qui, elles aussi, présentent toute une série d'intérêts qui sont particulièrement profitables en fait, pour toute une série de filières économiques qui va des adhésifs aux solvants, puisqu'on peut fabriquer des solvants avec cette résine-là, après distillation, et qui sont tout à fait performantes. Donc là aussi, on essaie de revaloriser cette activité de récolte de résine que l'on appelle le gémage en Aquitaine. On a plusieurs projets de recherche sur ce sujet-là. Et les choses avancent plutôt bien, de façon à retrouver en fait des valorisations qui existaient autrefois, il y a une centaine d'années, et qui aujourd'hui ont été délaissées parce que les technologies n'étaient pas suffisamment rentables. Donc il y a une dimension économique quand même très forte par rapport à cette activité d'extraction de molécules sur des systèmes forestiers. Alors, après ces présentations de nos activités, je voulais revenir sur un élément important que je considère comme étant important, même si je suis plutôt de formation enseignement et recherche, mais au fur et à mesure du développement de mes activités de recherche, je suis de plus en plus convaincu qu'il est important que les jeunes chercheurs s'habituent à développer une démarche entrepreneuriale pour ensuite développer des projets au travers desquels ils pourront continuer à faire aussi de la recherche, mais surtout ils pourront participer au développement économique de leur pays. Et donc ça, c'est quand même, aujourd'hui, on a à peu près tout ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'intelligence, des technologies, et il faut arriver à les transférer, arriver à les valoriser de façon à pouvoir développer de nouvelles stratégies économiques sur la base de la valorisation de la biomasse. Donc, une phrase pour expliquer tout ça. Donc, étudier pour comprendre et comprendre pour agir. En comparatif rapide par rapport à la démarche entrepreneuriale et à la démarche scientifique, bon, dans tous les cas, c'est une démarche. Dans tous les cas, on est sur des démarches où la quantité de travail est toujours très importante. Si on reprend la démarche scientifique, elle s'appuie sur une hypothèse, une idée, à partir de laquelle on va essayer de faire une recherche documentaire de façon à avoir le maximum d'informations au démarrage d'une éventuelle expérimentation pour faire le point sur toute l'actualisation des connaissances.
Et à partir de là, donc, on peut ensuite aller plus loin et développer des expérimentations. À partir de ces expériences et des résultats de ces expériences que l'on va analyser, on va pouvoir ensuite obtenir des résultats qui pourront être validés. Une fois cette validation obtenue, eh bien, une autre étape peut se mettre en place. Alors, cette autre étape, ça peut être aussi une démarche entrepreneuriale si les résultats sont extrêmement intéressants. Et cette démarche entrepreneuriale, eh bien, elle nécessite effectivement d'autres compétences, mais globalement, donc, il y a toujours un travail de recherche documentaire, mais qui n'est pas forcément dans le domaine scientifique. Là, on va regarder la partie technico-économique, et puis aussi le point très important qui est le côté financier. L'investissement, quels sont les moyens dont on va avoir besoin pour pouvoir avancer, aller plus loin dans le développement d'un projet économique. Et puis après, après, une fois qu'on a pu investir un petit peu, on commence à produire, et puis il faut gérer, il faut faire de la commercialisation de produits, donc c'est un nouveau métier qu'il faut apprendre, mais qui peut être extrêmement valorisant. On a toute une série d'exemples en France, mais aussi à l'étranger, hein, de personnes qui sont capables à partir de travaux de recherche, de développer un projet entrepreneurial. Quelques exemples de développement de start-up. Donc, pour pouvoir les développer, ces start-up, eh bien, il faut effectivement garder du lien avec les laboratoires, d'où vient une bonne partie des ressources scientifiques ou techniques à partir desquelles on développe les projets. Et puis ensuite, il y a toujours cette curiosité de développement de l'optimisation de l'outil de production en relation avec les besoins du marché qu'il faut aussi identifier, percevoir et pour lesquels il y a un minimum d'analyse à faire, qu'on appelle la démarche plutôt marketing. Après, tout ceci, une fois que la startup est mise en place, est source vraiment de beaucoup de satisfaction, puisque vous participez, surtout quand vous pouvez embaucher des gens, vous participez au développement économique du territoire où vous développez votre startup. Et puis, vous pouvez aussi avoir une augmentation considérable de votre niveau de vie si ça devient une success story. Voilà, c'est tout le mal que l'on souhaite à ceux qui souhaitent développer des startups. Alors, nous, à Mont-de-Marsan, on a 2 startups actuellement qui ont été développées. Alors, dans celle de Peggy Ngozogo et celle de Thomas Cabaret. Alors, sur 2 sujets très différents, hein. Mais tous les 2 ont fait leur doctorat dans le laboratoire. Ils ont soutenu assez récemment. Et donc, celle de Thomas Cabaret concerne une entreprise spécialisée dans la conception et le prototypage d'équipements. Et lui, il a fait une thèse en chimie du bois, il a travaillé sur la résine de pain maritime. Mais comme il avait développé une passion pour le modélisme, il faisait beaucoup de modèles réduits, etc., mais il en a fait son projet d'entreprise en se disant sans doute que les entreprises de la filière bois ou d'autres filières, hein, qui ont besoin de faire des machines des prototypes de machines ont peut-être des besoins auxquels je peux arriver à apporter une solution. Et c'est comme ça qu'il a monté sa structure. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Et puis là, il a un certain nombre de contrats avec des entreprises. Et il a pour ambition aussi de commencer à élargir ses activités. Et nous, on l'accompagne dans son projet. Donc, il fréquente toujours le laboratoire. On a un échange de partenariat avec nous et ça se passe plutôt bien. Et puis, pour Peggy Ngozogo, c'est aussi un projet alors, qui est d'une nature différente. Là, on est plus dans la biomasse, dans la valorisation de la biomasse avec Active Bio. Et donc là, l'idée, c'est de valoriser des ressources qui sont aujourd'hui non exploitées, qui sont les déchets de la transformation industrielle de l'okoumio, de l'acajou, mais aussi de plantes médicinales gabonaises, pour essayer d'en extraire des molécules les plus performantes pour alimenter une industrie de la phytothérapie qui pourrait être locale, du moins une industrie de la phytothérapie pour des besoins locaux, mais aussi des besoins
à l'échelle internationale, que ce soit en Europe ou ailleurs, sur la base de l'extraction, de la purification et de l'identification des propriétés de ces composés extractibles que l'on peut retirer de façon assez conséquente et abondante à partir d'une ressource complètement gabonaise dans ce cas-là, mais qui peut s'élargir à toutes les forêts tropicales africaines. Donc voilà, ce que je voulais raconter avec cette présentation, c'est que la recherche est une activité qui est passionnante pour arriver à essayer de repousser les limites d'un savoir technologique ou scientifique. Effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, passionnant, mais dans un contexte effectivement où il y a des gros enjeux environnementaux, des gros enjeux économiques, arriver à mettre tous ces savoirs au service du développement d'un territoire et d'une économie où les gens vivent avec difficulté ou ont des difficultés matérielles, eh bien, c'est aussi source de grande satisfaction. Et donc, moi, j'encourage donc les jeunes, notamment les jeunes que je forme ici à Mont-de-Marsan, à s'initier à la démarche entrepreneuriale pour gagner en autonomie et arriver à monter des projets. Et nous, les chercheurs académiques, eh bien, c'est important qu'on les soutienne et qu'on les accompagne dans ces développements. Donc l'objectif, voilà, est de permettre de développer des projets novateurs, renforcer la croissance des pays, et puis en ce qui concerne les relations entre l'Europe et l'Afrique, et notamment entre la France et tout particulièrement le Gabon dans ce cas-là, d'accroître les relations gagnant-gagnant à l'échelle de nos deux continents. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur, pour cette belle présentation. Merci à tous d'être là. Nous tenons à nous excuser préalablement parce que nous avions, pour ceux qui ont reçu le programme, nous avions une pause prévue et vu que nous avions empiété sur le temps, nous avons décidé de continuer. Nous nous excusons pour cela. Et il y a des questions. Nous allons donner la parole préalable à Anne-Sophie, qui a des questions, si elle veut bien prendre la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? À défaut d'avoir l'image, j'ai le son. Oui, moi je vous entends, oui, très bien. D'accord, donc merci pour cette présentation. Alors ensuite, j'avoue qu'en termes de végétaux, j'ai plus l'habitude de travailler avec des herbacées qu'avec des arbres. Et donc, je me demandais si on réfléchissait très tôt au fait d'avoir recours à des arbres qui peuvent être parfois plusieurs fois centenaires, voire avoir des statuts d'arbres remarquables parce qu'ils dépassent largement nos espérances de vie à l'échelle humaine. Et se dire, est-ce que, voilà, il faut qu'on apprenne vraiment à utiliser les arbres aussi jeunes soient-ils, parce qu'on n'arrivera jamais à avoir le temps d'attendre des arbres plus vénérables, mais qui auraient peut-être une potentialité chimique meilleure, parce qu'il faut aussi, d'un autre côté, il y a vraiment cette balance d'avoir des molécules hautement valorisables et de l'autre, des arbres qui aussi vont nous sauver au niveau effet de serre. Mais voilà, parce que un vieil arbre n'a pas, comme un être humain quand il est jeune ou quand il est vieux, il n'a pas le même profil métabolique. Et je me demandais un peu comment on abordait cet angle-là, ne serait-ce qu'à cause de notre échelle de vie par rapport à un arbre. Oui. Donc la question est tout à fait pertinente. Donc, en termes de rendement carbone et de performance en termes de fixation de carbone, c'est vrai que les arbres jeunes sont plus performants parce qu'ils développent leur matière organique. Alors, au fur et à mesure que les arbres vieillissent, etc., donc la physiologie évolue et à ce moment-là, ils sont, même s'ils stockent le carbone, en termes d'augmentation de stockage annuel, là, ils sont un petit peu moins performants que les arbres jeunes en pleine croissance. Alors, là où vous avez raison, c'est vrai que
peut aussi extraire beaucoup de molécules à partir de jeunes arbres. Je vous donne l'exemple du Brésil. Le Brésil, il y a, dans les années 70, ne produisait pas de résine ou de colophane ou d'essence de térébenthine, c'est-à-dire que c'était une substance qui était produite ailleurs, notamment en Chine, en Europe, un petit peu en Afrique du Nord, mais assez peu. Et ils ont mis en place un système pour pouvoir produire de façon intensive de la résine à partir d'arbres qu'ils gémaient, mais d'arbres qui gémaient à partir de l'âge de 8 ans. Et qui gèment jusqu'à l'âge de 20 ans, et après ils les coupent et ils utilisent le bois. Et avec cette technique-là, donc, alors on est dans de la technologie, c'est de la foresterie très industrielle. Vous voyez, ça, c'est pas. On peut toujours critiquer la démarche, mais en termes de performance, en termes de production de gènes, ils sont devenus de cette façon-là les deuxièmes producteurs mondiaux de résine, donc colophane et essence de térébenthine, en l'espace de 30 ans. Parce qu'ils ont planté des forêts et qu'ils ont exploité ces forêts et qu'ils en ont extrait avec beaucoup de performance la résine avec des technologies d'optimisation végétale pour améliorer la performance des arbres. Donc, alors effectivement, il y a des solutions techniques aujourd'hui qui permettent d'aller vers ça, sachant que les Brésiliens ont fait ça avec à peu près 20 000 hectares de forêt. 20 000 hectares pour produire 200 000 tonnes de gemmes, c'est quand même très important. Nous, par exemple, dans le sud-ouest de la France, on a une surface forestière de plaine maritime qui est d'environ 1 million d'hectares. Et aujourd'hui, on produit 50 tonnes par an, avec une technique de gémage un peu évoluée, mais voilà, qui n'a rien à voir avec cette production très importante au Brésil. Donc, il y a effectivement plein de technologies qui aujourd'hui peuvent être utilisées pour améliorer la production de molécules végétales et qui représentent une ressource vraiment abondante. On pourrait envisager aussi l'impact de méthodes environnementales, même si dans le cadre d'arbres, c'est peut-être plus compliqué à mettre en place que des serres de plantes herbacées. Oui, alors, non, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement exploiter des arbres dans des forêts, même primaires. Il y a des techniques forestières qui permettent de préserver la forêt tout en exploitant modestement les arbres de ces forêts, en préservant l'écosystème. Bon, il y a des stratégies qui existent. On peut parfaitement exploiter les arbres sans pour autant détruire la forêt, que ce soit une forêt même si c'est une forêt primaire. Donc, il y a des technologies qui existent. Le problème qu'on constate aujourd'hui à l'échelle planétaire dans les forêts tropicales, c'est qu'il y a une vraie politique de déforestation où on perd des espaces forestiers. Alors, pour faire de la plantation ou pour faire de l'élevage extensif, mais qui génère ensuite des problématiques d'érosion et vous pouvez avoir un appauvrissement assez rapide des sols et à ce moment-là, c'est assez catastrophique parce que pour revenir en arrière, c'est très difficile. Oui, avoir fait ça de façon complètement déséquilibrée, Oui. irraisonnée, ils ont déséquilibré l'écosystème qui était en place. Voilà, oui, c'est ça. D'accord. Merci énormément De rien. pour votre présentation comme pour les informations. Merci. Merci encore pour les questions. Nous allons passer la parole à M. Pambou, qui a aussi Alors, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à monsieur, professeur Bertrand pour cette présentation. Alors, moi, je vais parler en tant que profane, parce que je ne suis pas un chimiste. Alors, je suis plutôt mécanicien. Et j'avais une petite question par rapport au col biosourcé. C'était de savoir, en fait, quel était le principe des cols biosourcés. Est-ce que cette colle interagit qu'avec des matériaux biosourcés, par exemple bois, ou qu'il est possible d'avoir un lien ou des liaisons avec des matériaux à faible impact carbone, comme par exemple de l'acier ou du béton.
Alors ça, effectivement, c'est une bonne question. Donc, nous, dans le laboratoire, on a travaillé que sur des cols à bois. Mais effectivement, on peut aussi, je pense qu'on peut parfaitement, avec des cols biosourcés, arriver à produire des adhésifs permettant de coller du bois, du métal. Ça se fait. Donc, il n'y a pas vraiment de problème technique. Sachant qu'aujourd'hui, on arrive à faire des polyuréthanes biosourcés, par exemple, des époxys biosourcés. C'est-à-dire qu'on arrive à produire des résines à partir de matières végétales, notamment, ou à partir de fermentation, Ouais. et qui reprennent en fait la configuration chimique des adhésifs très couramment utilisés, mais qui eux-mêmes sont issus du pétrole, et dont on connaît les performances quand il faut coller des pièces de métal ou pièces bois-métal ou autre chose. D'accord. Merci. Après, Merci il y a toujours un problème de coût de fabrication. Vous voyez, c'est vrai que la difficulté quand on travaille sur la biomasse, c'est de maîtriser les coûts. Et si vous avez trop d'étapes de transformation, ça fait que la résine que vous allez fabriquer, même si elle a l'étiquette biomasse, eh bien, elle ne pourra pas trouver de marché parce qu'elle sera trop chère. D'accord. Sauf après, s'il y a des grosses contraintes politiques indiquant qu'il est interdit d'utiliser des cols pétrosourcés, voilà. Mais pour l'instant, souvent, c'est un petit peu cher. Ok, Merci. Voilà, la référence, c'est la résine uréformol, par exemple, qui est l'usine qui sert à coller les panneaux de particules. Ce sont les panneaux avec lesquels on fabrique les meubles Ikea, par exemple. Vous voyez ce type de panneaux. Donc là, on a une colle qui est produite de façon industrielle à partir de dérivés du pétrole et qui coûte 30 centimes le kilo. Vous voyez, on est à 300 € la tonne. Mais aujourd'hui, même avec les colles biosourcées les plus abondantes, comme celle à base de tannin, on ne peut pas être en dessous de 1 € voire 1,50 € le kilo. Vous voyez. Donc, il y a aussi cette dimension financière qui est quand même importante. Donc, dans l'approche entrepreneuriale, quand on s'intéresse aux produits biosourcés, la problématique financière doit être complètement en ligne de mire pour éviter d'avoir des difficultés ensuite de développement de marché. Merci. Merci, professeur. On avait une autre question du docteur Pamba qui aimerait savoir si votre mission est d'accompagner des projets entrepreneuriaux et académiques en Afrique. Alors, non, notre mission, c'est pas vraiment ça naturellement, mais c'est effectivement, ça fait partie de nos projets. Et on a commencé à avoir ce type d'observation et puis d'accompagnement parce que effectivement, on a eu de jeunes chercheurs qui sont venus on a formé dans le laboratoire et qui se sont trouvés avoir le goût pour l'entrepreneuriat et la création d'un projet. Et donc, et ça, c'est tout à fait passionnant. Et effectivement, du coup, on a accompagné cette démarche. Et c'est une démarche qui peut être aussi faire des petits, notamment dans les laboratoires africains. Voilà, d'aller vers cette activité d'accompagnement des thésards une fois qu'ils ont leur diplôme vers une activité économique en les accompagnant vers des projets, etc. Au regard de toutes les richesses dont disposent des pays qui sont vraiment très importantes. Donc on le fait avec plaisir et on a des projets effectivement qui vont dans ce sens et qui nous permettent d'avoir les financements. J'espère que le docteur Pamba a été satisfait par la réponse du professeur. Moi aussi, en tant que profane, je me suis arrêtée à votre diapo qui disait « étudier pour comprendre et comprendre pour agir ». En allant dans la même idée que le docteur, je me demandais quelle serait l'action clé pour vous à l'incorporation de l'esprit entrepreneurial auprès des jeunes chercheurs du continent africain. Alors, je pense que les formateurs,
c'est-à-dire les universitaires, ou même en amont, les profs de lycée, par exemple, pourraient aussi s'imprégner aussi de cette démarche et la communiquer à leurs étudiants. Et je pense qu'il y a un rôle qui peut être fait par ces communautés d'enseignants-chercheurs africains pour les accompagner ou pour leur donner envie. Après, il y a aussi, effectivement, il y a aussi une communication politique aussi qui doit être une incitation politique qui peut investir dans la communication pour susciter le développement d'entreprises. Et pour susciter les développements d'entreprises, il faut aussi accompagner les jeunes créateurs. Et il faut éviter de leur mettre des bâtons dans les roues pour des histoires administratives, financières, etc. Mais voilà, c'est un projet global, en fait. C'est un projet de développement économique global. Donc, où tout le monde peut apporter sa contribution. Mais effectivement, le corps enseignant peut aussi beaucoup contribuer. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, hein, parce qu'en France, par exemple, c'est évident. Parce que en France, les enseignants, chercheurs, les professeurs d'université, en général, ne sont pas vraiment trop dans cette démarche parce qu'on sort un peu d'une zone de confort dans laquelle on se trouve. Hein, quand vous êtes chercheur pendant des années sur des thématiques un peu spécifiques, l'entrepreneuriat, ça nécessite de nouvelles compétences. Vous sortez de votre zone de confort. Mais c'est aussi, voilà. Donc, aujourd'hui,